Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un domaine fascinant, aux frontières de la zoologie, la cryptozoologie. Oui, la recherche des animaux cachés ou inconnus. Exactement. On s'appuie sur des extraits d'un guide sur le sujet pour voir un peu ce que c'est, les difficultés, et puis examiner quelques exemples. Assez étonnant. Passionnant. Ça a un côté très attrayant, hein. L'auteur du guide raconte que son intérêt pour la science, il est né avec le monstre du Loch Ness. Ah oui, le grand classique. Mais justement, ce n'est pas qu'une histoire de monstre ou de fantasme si nos sources parlent d'une démarche qui se veut sérieuse. Tout à fait, c'est l'idée. Bon, les médias aiment le mystère, c'est sûr, mais les cryptozoologues, du moins ceux que le guide met en avant, ils cherchent des réponses concrètes. C'est-à-dire. Face à un signalement, ils se demandent, est-ce qu'on a mal identifié un animal connu? Ou alors est-ce que c'est vraiment une nouvelle espèce? Ou même une espèce relique? Une espèce qu'on croyait disparue. Voilà, une survivante. Ça demande une analyse assez pointue, des connaissances variées. Bernard Revelman, c'est un peu le père fondateur, cité dans nos textes. Oui. Il voulait vraiment sortir ces bêtes condamnées, comme il disait, du mépris et les faire entrer dans la zoologie officielle. D'accord. Mais alors, la grande question, les preuves, les témoignages par exemple. Le guide dit qu'il faut être très prudent avec ça. Ah oui, c'est un point absolument central dans nos lectures. La perception, la mémoire humaine, ça a ses limites. C'est faillible. Très. Et puis il y a l'attente, ce qu'on pense qu'on va voir. Ça joue énormément. Le guide donne un exemple Loch Ness. Ah oui. Une personne qui croit voir une vague énorme, un monstre. Et en fait, non, c'était juste des signes. Ça ne veut pas dire que le témoin ment, hein, pas du tout. Non, bien sûr. C'est juste humain. Donc il faut évaluer ces témoignages avec beaucoup, beaucoup de prudence. Logique. Alors, allons voir quelques exemples tirés de nos sources. Commençons petit, mais bizarre, l'Agogwe en Tanzanie. Oh oui, l'agogwe. Alors là, on parle de créatures décrites comme petites, environ 1,20 m, Petite, oui. poilues et marchant debout. Ce qui est troublant et que le guide souligne, c'est la proximité avec le site de Laetoli. Les empreintes fossiles. Exactement. Celle attribuée aux Australopithèques. Du coup, la source pose la question, un peu vertigineuse, est-ce que ça pourrait être un hominidé primitif qui aurait survécu? Carrément. Waouh. C'est audacieux comme hypothèse. C'est une possibilité évoquée, oui, fascinante. Changement radical. La Huitzotl, au Mexique. Là, on n'est plus dans le folklore punant, ce chien d'eau avec une main au bout de la queue. Alors, oui et non. C'est une créature légendaire aztèque, c'est vrai. Mais les descriptions sont assez précises. C'est-à-dire. On parle d'un animal qui ressemble à un petit chien ou une loutre, pelage noir. Jusque-là, ça pourrait coller avec la loutre néotropicale. D'ailleurs, le guide mentionne cette piste. Mais il y a cette queue, très particulière, terminée par un éperon osseux et surtout une sorte de main pour attraper ses proies. Et ça, ça ne colle plus avec une loutre connue. voilà. Ce détail anatomique, comme le souligne le guide, reste une vraie énigme zoologique. D'accord. Et puis, il y a ce phénomène plus global. Les grands félins, là où ils ne devraient pas être. Les aliens big cats. Nos textes parlent de la France, de l'Australie. Oui, c'est un phénomène rapporté un peu partout dans le monde. Le guide cite le cas des Vosges en France, fin des années 70. Ah oui, je me souviens d'avoir lu ça. Des moutons tués. Des centaines. Et des témoins qui décrivent de grands animaux noirs. En Australie, c'est pareil. Des récits de moutons, de kangourous tués avec une précision, presque chirurgicale, disent les textes. Et les empreintes? Souvent, elles ressemblent à celles de pumas. Alors, est-ce que ce sont des animaux échappés de zoos, de collections privées, des erreurs d'identification, autre chose? Le mystère reste entier, faute de preuves tangibles. On ne peut pas faire l'impasse sur, le plus célèbre sans doute, Bigfoot, le Sasquatch en Amérique du Nord. Les signalements sont innombrables, d'après nos sources. Ah oui, Bigfoot, c'est vraiment l'archétype. Le grand humanoïde, poilu, bipède, signalé sur tout le continent. Et les détails rapportés sont constants. Assez, oui. Le guide compile. Une longue foulée, très caractéristique, des cris très puissants, une odeur forte, désagréable, parfois même des jets de pierre. Et les fameuses empreintes? Ah, et les empreintes. Il y en a des milliers. Mais celles trouvées par un certain Freeman en 82 sont particulièrement débattues dans nos lectures. Elles montreraient des crêtes dermiques, comme sur nos mains et nos pieds. Ce qui serait une preuve d'authenticité? Pour certains, oui, une preuve anatomique quasi irréfutable.
Pour d'autres, un canular extrêmement bien fait. Le débat fait rage. Donc, au bout du compte, ce qu'on retient de ces lectures, c'est que la cryptozoologie, ce n'est pas juste chercher des monstres, c'est aussi explorer les limites de ce qu'on sait. Exactement. Et ça nous oblige à gérer des informations souvent floues, incomplètes, des preuves ambiguës. Ça nous interroge sur la preuve elle-même, en fait. Et sur nous-mêmes. Sur notre façon de percevoir, de nous souvenir. Le guide insiste pas mal là-dessus. L'influence de notre culture, de nos attentes. C'est un miroir, en quelque sorte. Oui, ça nous pousse à l'esprit critique. Sur le monde extérieur, mais aussi sur notre propre fonctionnement. Et pour finir, il y a cette idée un peu provocante soulevée dans les textes. Si certains mythes Oui, n'étaient en fait que des souvenirs, des souvenirs lointains d'animaux bien réels qui auraient vécu à côté des humains plus récemment qu'on ne le pense. Ah, ça c'est une pensée fascinante. L'écho du passé dans nos légendes. Ça laisse songeur, effectivement. De quoi réfléchir.